à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici au Port Center pour cette avant-dernière conférence de l'année. Comme vous le savez, on organise... Oui, vous m'entendez bien? Oui. On organise tous les mois, un jeudi par mois, effectivement, nos fameux jeudis du Port Center, qui se terminent toujours avec une conférence où on a le plaisir d'inviter des professionnels, des experts, des chercheurs pour venir présenter des thématiques en lien avec le territoire Villeport. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ici donc Thierry Lochard, qui est urbaniste à l'agence d'urbanisme du Havre. Donc depuis 10 ans, il m'a dit. Auparavant, il a travaillé à la ville du Havre également pendant 10 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est un spécialiste, on peut dire, un peu de la relation ville-port et notamment des quartiers sud. Il organise régulièrement des visites, d'ailleurs, avec l'agence d'urbanisme et les acteurs du territoire. Alors souvent, c'est des étudiants, des écoles, des collectivités locales qui viennent. Et donc, il a l'habitude, effectivement, de leur présenter un petit peu les projets du territoire. Jean-Denis Salès est donc responsable de la mission Villeport au GPMH. Et donc ici, vous avez vraiment l'incarnation d'un duo qui a l'habitude de présenter, voilà, de travailler ensemble effectivement sur les thématiques Villeport. Donc ce soir, ils vont nous présenter, une fois qu'ils auront terminé effectivement d'installer leur matériel, ils vont nous expliquer un petit peu les projets. Alors, c'est bon ? Bon, je suis désolée, hein, c'est un petit peu long, parce qu'a priori, ils avaient tous les deux des présentations, donc du coup, ils se mettent d'accord sur les différentes slides. Donc tout ça pour vous expliquer que les enjeux en fait de la relation ville-port ici au Havre sont quand même importantes et que le processus de réhabilitation de cette interface et notamment au niveau des quartiers sud, ça fait un petit moment que ça a commencé, mais en fait ça continue. Et aujourd'hui, ils vont essayer de nous présenter en 1 heure un petit peu cette évolution au travers des années qui a donc opéré au niveau de ces espaces-là. Je profite juste pour annoncer la prochaine conférence qui va avoir lieu donc le 12 décembre, donc la dernière de l'année. Et à cette occasion, on aura un petit peu la possibilité de poursuivre avec la thématique Villeport parce que ça sera le Hangar Zéro qui viendra présenter leur projet architectural avec notamment donc, toute une rénovation d'un ancien entrepôt qui se trouve aussi dans les quartiers sud. Voilà, je laisse la parole à Thierry et à Jean-Denis. Vous êtes prêts ? Très bien. Bonsoir. Effectivement, on est toujours prêt. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des emplois du temps assez chargés. C'est toujours délicat de se coordonner, mais on réussit toujours à trouver des solutions. Donc, merci pour votre présence. Donc, Greta nous a présenté. Donc, l'intitulé de ce soir concerne l'interface Villeport du Havre, un terme un peu barbare qu'on va essayer de définir ensemble. Et puis, j'ai plutôt l'habitude de faire la découverte des quartiers sud en marchant ou à vélo. Bon, aujourd'hui, on est en salle, on est bien au chaud. Je pense que ça peut être aussi agréable. Donc, on va vous faire une présentation qui, j'espère, vous donnera quelques outils de compréhension de ces espaces à fort enjeu, à la fois pour le port et pour la ville. Et puis, je pense qu'après, on pourra avoir un petit débat avec des questions, si vous voulez quelques précisions. La présentation de ce soir n'est ni exhaustive ni historique. Ce sont des spécialistes de l'histoire portuaire et du Havre. Ce n'est pas le propos de ce soir. Le propos de ce soir, c'est de voir comment ces espaces ont réussi à trouver des solutions communes et une vision commune entre la ville et le port. C'est ce qui est important. Au sein de cette présentation, donc, il y a effectivement toute l'évolution, les aménagements des quartiers, mais aussi, je vais essayer de vous montrer un peu le pourquoi du comment on est arrivé à créer aussi une mission Villeport, qui travaille conjointement avec l'agence d'urbanisme, et pourquoi, en fait, cette couture au Havre est assez complexe, et ce sont des enjeux à comprendre aussi, et la démarche du port vis-à-vis de tout ça. D'accord ? Alors, j'arrive tout juste de Paris. On n'a pas pu se croiser
On s'est envoyé des documents avec Thierry. Et du coup, on va faire certainement des petits montages en cours de présentation, si vous vous nous en voulez pas. Mais j'espère que ce sera bien compréhensible quand même en finale. Donc, dans un premier temps, on va faire un peu de publicité pour l'agence puisque je vais vous présenter la structure dans laquelle je travaille. On essaiera également de définir ce qu'est une interface ville-port avec des traits communs qu'on pourra rencontrer sur différents sites à la fois en France mais en Europe et dans le monde. Et puis on présentera plus spécifiquement l'interface ville-port du Havre et puis quelques slides de conclusion pour terminer la présentation. Donc l'agence d'urbanisme du Havre et de l'estuaire de la Seine, c'est une association de loi 1901 créée en 1965 sous la présidence du maire-président Jean-Baptiste Gastine, maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Une équipe de 21 collaborateurs autour de compétences très diversifiées. On travaille sur pas mal de domaines qui concernent à la fois l'observation du territoire à différentes échelles, mais également les projets de territoire, c'est-à-dire comment on met en ordre un territoire avec une vision prospective, mais aussi sur des études préopérationnelles. On travaille bien sûr aussi sur des études thématiques de différents types. Et puis, on essaye aussi également d'avoir une vision prospective pour l'ensemble des territoires et donner à la fois idées, conseils et, à nos adhérents. Alors, le territoire de travail de l'agence, c'est le territoire de l'estuaire de la Seine, donc vaste territoire qui s'étend de Fécamp à Lisieux, qui comprend 12 EPCI. Alors un EPCI, c'est quoi? Donc c'est pour ça que les termes techniques, établissement public de coopération intercommunale. Donc communauté de communes, communauté d'agglomération et communauté urbaine, puisque depuis le 1er janvier 2019, les deux communautés de communes de Cricto, Coestuaire et Cricto-Lesneval ont fusionné avec la CODA pour créer une communauté urbaine. Non, ça c'était dans l'autre sens. Donc l'agence d'urbanisme n'est pas seule au monde, on fait partie d'un réseau. Il y a à peu près une cinquantaine d'agences en France qui sont fédérées au niveau de la FNO, Fédération nationale des agences d'urbanisme. Donc on peut voir que les agences d'urbanisme couvrent un territoire très vaste et on travaille plus particulièrement avec les agences d'urbanisme de la Vallée de Seine, puisque depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, la Vallée de Seine est un espace d'enjeu à la fois régional et national. Et les agences d'urbanisme contribuent à l'avancement des projets, à la fois en matière d'observation, de fourniture de données, mais également sur des projets. Et puis on travaille aussi plus globalement avec les agences d'urbanisme portuaires. On travaille avec l'agence d'urbanisme de Marseille. On travaille également avec des agences comme quelques agences bretonnes qui sont réunies au sein d'un réseau aussi des villes portuaires, puisqu'on a des enjeux et puis des points communs qu'on partage bien sûr. Alors sur les interfaces ville-port, donc quand on essaye déjà de définir le mot interface, on a déjà les premiers contours d'une définition. Une interface limite commune à deux systèmes, deux ensembles. Donc on voit déjà que ce mot concerne plus spécifiquement la ville et le port, avec cette question de limite. C'est quoi une limite? Est-ce qu'il y a une limite physique? Est-ce qu'il y a une limite administrative? Quelle est l'épaisseur de cette limite? Est-ce que c'est un espace? Est-ce que c'est un lieu? On essaiera de voir ensemble. Et puis une autre définition qui est aussi très intéressante, puisque c'est un dispositif qui permet des échanges et des interactions. Donc c'est là qu'on voit qu'une interface est un terme approprié entre la ville et un port, puisqu'effectivement, ces interfaces ville-port sont des lieux d'échange et d'interaction très forts entre les dimensions urbaines et les dimensions portuaires. Alors les interfaces ville-port, c'est un terme qui est assez ancien, puisque la réintervention, la reconquête des villes sur les ports est intervenue dès les années 50 aux États-Unis et en Angleterre. La littérature britannique anglo-saxonne a défini deux termes importants. La notion de docklands. Un docklands, c'est Canary Wharf, c'est l'exemple type à Londres. Ce sont des opérations d'urbanisme, de reconquête urbaine sur des bassins artificiels. Donc on peut voir qu'au Havre, on peut être un petit peu dans les docklands puisqu'on s'implante sur des bassins artificiels. Et puis il y a la notion de waterfront, où là, on a des reconquêtes urbaines et portuaires, puisqu'on le verra aussi, le port ne part pas forcément de ces lieux-là. Un waterfront, ce sont des alignements, on le voit bien, bâtis, soit devant un fleuve, soit devant la mer, soit devant un estuaire. Donc on a deux différences qui sont assez majeures. Et on verra qu'au Havre, on est un petit peu un mélange des deux. Il n'y a pas forcément de typologie aussi marquée. Les interfaces combinent souvent les deux modèles. Voilà, non, c'était l'inverse, je vais y arriver.
Alors j'ai essayé de définir les points forts et les caractéristiques communes de ces espaces. D'abord la situation centrale ou péricentrale par rapport aux villes. Alors ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'elles sont quand même, ces espaces sont souvent dans les centralités, à proximité des hypercentralités urbaines. Elles sont le fruit d'une histoire, à l'époque où ville et port étaient fusionnés, où on était sur des échelles où la ville et le port en fait ne constituaient à l'époque qu'une seule unité, où la ville se développait quasiment en bord à quai. On a également des trames portuaires et urbaines très différentes. C'est-à-dire qu'on a deux mondes qui ont créé du parcellaire, du bâti, des emprises qui s'imbriquent les uns dans les autres, créant des continuités, des ruptures, des contrastes et surtout de la singularité. Les interfaces ville-port sont toujours des lieux un peu uniques. Et on verra qu'après, en développant des projets, il n'y a pas vraiment de recette. Il faut toujours trouver un modèle propre pour pouvoir se redéployer. L'autre élément commun, bien sûr, c'est la proximité de l'eau, sous toutes ses formes, qu'elle soit en forme de bassin, canaux, fleuve, avec le caractère très attractif de l'eau, qui est beaucoup utilisé notamment dans le développement des grands projets urbano-portuaires, avec la question des master plans, des plans guides. Ces espaces sont également des lieux d'innovation et d'expérimentation, parce qu'on est quand même sur des lieux un peu particuliers qu'il faut retransformer. Et on y développe souvent des grandes opérations d'envergure, à l'exemple d'exemples que je vous montrerai plus tard. Ce qui est aussi important dans ces espaces-là, c'est le rôle des espaces publics. Les espaces publics ont un vrai rôle clé, sont vraiment des socles pour construire un nouveau récif sur ces territoires. Enfin, ces espaces attirent de nouvelles populations et on verra que dans certains lieux, on a le phénomène de gentrification. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est qu'en gros, on a une sorte de renouvellement de population avec des populations avec un pouvoir d'achat beaucoup plus fort, et ce qui n'est pas le cas au Havre. Au Havre, on n'a pas ce phénomène-là, mais dans des villes comme Londres, c'est ce qui s'est passé, avec de renouvellement fort de population. Et puis enfin, le rôle clé de la puissance publique, ici au Havre, la ville et le port, dans la conduite de projets. Alors des exemples, Marseille, avec Euromed. Donc Marseille a développé une opération, une OIN, opération d'intérêt national, donc qui est portée par l'État avec un établissement public. Donc c'est un établissement qui est très puissant en matière d'investissement, d'acquisition foncière et de maîtrise d'ouvrage, avec une première phase qui s'est déroulée proche du centre-ville de Marseille, avec notamment le MUSEM et puis la maison de la Méditerranée, je crois que ça s'appelle. Et puis voilà, les docks Joliette, la gare Saint-Charles qui est ici, et puis la gare maritime. Voilà, on a donc reconsidéré l'ensemble de ces espaces en conservant des activités maritimes, notamment de ferry, et puis en y apportant des fonctions urbaines. Et puis la deuxième phase, elle se localise plus au nord, avec notamment la tour de Zaïdid, cette fameuse grande tour qui a failli arriver au Havre, mais CMA-CGM a préféré Marseille pour son siège social. Et donc la tour de Zaïdid, architecte qui est décédé il y a quelques années, s'est construite à Marseille. Alors quelques exemples, on voit bien le caractère très monumental de cette interface, avec notamment la verticalité. On est dans du grand paysage, et pour s'inscrire dans le grand paysage, il faut construire haut, il faut construire de façon très monumentale. Et puis on a également ici donc, le MUSEM qui est relié au Fort Saint-Jean, le MUSEM qui a été construit par un architecte qui s'appelle Rudy Ricciotti. Alors, autre projet emblématique, c'est Hafen City. Alors, Hafen City à Hambourg, je vous invite à aller visiter déjà Hambourg parce que c'est une ville incroyable. C'est une ville gigantesque, justement avec une trame urbaine qui est très large, mais également une trame portuaire qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est très intense et très dense. C'est un port de fleuve. Et donc, Hafen City, c'est la plus grosse opération d'urbanisme en Europe avec plus de 500 hectares. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une opération qui mélange à la fois des grands équipements, de nouvelles opérations de logement, des immeubles de bureaux, en assurant de connexions très fortes avec le centre-ville qui est juste au-dessus. J'ai une ou deux photos. C'est intéressant cette notion de collection parce qu'en fait, quand on interroge d'ailleurs, pour revenir à Ricciotti sur le MUSEM, il ne dit pas qu'il a construit un musée, il ne dit pas qu'il a construit un bâtiment, il a dit qu'il a construit un paysage. En fait, il a créé un espace qui passe d'un lieu à un autre, et c'est vraiment dans la liaison où réside la réussite de son projet. Et ça, c'est,
je crois que c'est la connectique, c'est vraiment le vrai sens de cette interface ville-port, hein. Excuse-moi de. Merci Jean-Denis pour cet éclairage et tu es le bienvenu pour des commentaires. Donc à Fun City, donc ça c'était avant. On voit ici le socle du Philharmonique qui a été fait par Herzog et de Meuron. Et puis on va voir après. Voilà. Donc là le Philharmonique est toujours en construction. Donc on a ici les anciens docks qui sont caractéristiques de la ville d'Hambourg, qui je rappelle est un très gros importateur de thé et de fabrication de thé. Et ensuite on a tout le projet qui s'est déployé dans la partie sud, avec notamment le terminal croisière qui doit se localiser par là, si je ne me trompe pas. Et puis la construction. Alors il est terminé, ce fameux Philharmonique, mais il a mis beaucoup de temps à se construire. Il a coûté 7 fois plus cher que prévu. Alors, on est toujours... Les grandes pointures architecturales vous vendent des fois des choses un peu sous-estimées. C'est une vraie prouesse architecturale puisqu'on a conservé le socle ancien, hein. Et donc se déploient après des opérations d'aménagement qu'on va voir au sol. Non, je vais y arriver, hein, parce que je suis du bas. Voilà. Donc ce type d'opération, hein, qui est plutôt en docklands, puisqu'on est sur un bassin, qui mélange à la fois bureau et puis immeuble collectif, avec ce qui est une caractéristique forte à Hambourg, du transport fluvial, du transport public fluvial. Donc vous avez un réseau de navettes qui se baladent sur l'Elbe et qui permettent à la population de rejoindre des points qui seraient très compliqués à rejoindre, soit en voiture, soit avec d'autres modes de transport. Alors je disais l'importance de l'espace public. On a ici justement sur Hambourg, il y a eu un gros travail sur les espaces publics qui sont un peu des liants sur l'ensemble de ces opérations qui sont très vastes. Et on a notamment la notion de résilience qui est très forte à Hambourg puisque les quais qui sont les plus proches de l'Elbe sont inondés tous les hivers. Donc on a surélevé en fait la ville pour tenir compte des crues de l'Elbe qui peuvent monter à plus de 7 mètres par rapport à leur niveau estival et qui inondent en fait toute la première partie du socle et d'espace public, laissant ensuite les espaces les plus hauts toujours fréquentables. Et donc tous les rez-de-chaussée ont été conçus pour prendre en compte ces notions de crues. Alors un autre exemple fort, je vous invite également à aller à Anvers, c'est moins loin en plus. Anvers, le master plan d'Anvers, c'est une opération qui date d'une vingtaine d'années, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, avec bien sûr toujours inscrire dans le paysage urbain des gestes forts, hein. On a le Philharmonie à Fun City, on a le Maasvlak, non pas le Maasvlak, le Maasmuseum à Anvers, et le siège social du port qui a été construit également par Zaha Hadid. Donc vous voyez ici, on a un ancien bâtiment du 19e siècle et au-dessus, c'est posé une sorte de diamant gigantesque qui est visible à plus de 10 km et qui montre en gros qui est le chef sur ce territoire, à savoir le port. Et on a vraiment cette impression à la fois quand on arrive sur le port et quand on visite le lieu, on voit qui est le boss, c'est l'autorité portuaire et elle tient à le marquer puisqu'elle se place pile à l'entrée de son territoire. On a également un gros travail sur les espaces publics. C'est Michel Desvignes qui actuellement est en train de terminer le Grand Quai, qui a eu également la responsabilité de réaliser le master plan d'Anvers, avec notamment tout un travail sur les quais. Voilà, et puis donc quelques bâtiments de logement emblématiques d'Anvers. Donc là, on a le territoire du Havre que vous connaissez, où j'ai mis le Havre avec aussi le port. Le port, en fait, on va aller assez vite, ça avance pas. Ah voilà. Donc ça sont les dimensions totales du port. Je vous rappelle aussi la surface, donc représente la surface en bleu qui est là. Continue. Si je vous représente Paris en superposition pour vous montrer un peu la taille, ça donne des échelles en fait, hein, et donc le Havre se retrouve quand même en petite ville par rapport à la taille du port. Et c'est toutes ces contraintes-là qui sont intéressantes à voir et qui a amené en fait entre la costière qu'on voit ici qui bloque la ville en partie basse, tu peux continuer, vas-y. Et là on a aussi la Brègue qui nous bloque le développement de la ville côté est, et la mer qui empêche aussi le développement côté ouest. En fait nous amène une frontière. Tiens, le Poitillé a été décalé, mais normalement le Poitillé merci. Le Poitillé, évidemment, rejoint l'autre courbe. La seule ligne qui soit mobile, oui,
la seule ligne qui soit mobile, ce sont donc les pointillés qui sont là, où la ville peut aller vers le sud. On va faire un petit changement d'ordinateur très rapide. Donc, ça, on va En fait, je vais vous expliquer ça comme ça. Donc, par rapport à, on va revenir avec l'ancien document. Du coup, en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, la ville du Havre ne peut pas se développer sur les quartiers nord, en fait, est coincée par la frontière. Donc elle a besoin, en fait, pour se développer, de pousser vers le port. Le port, lui, par contre, a rapidement, après-guerre, poussé vers le sud, vers le port qu'on appelle le port historique, pour ensuite aller côté est, pour se développer sur les ports à flot qui sont donc à l'est de l'écluse François Ier. Et ensuite, s'est développé sur Port 2000. Non, tu peux rester sur le slide d'avant, s'il te plaît. Sur le port 2000. Mais maintenant, en fait, avec le dernier plan stratégique du port, en fait, on ne peut plus aller côté est parce qu'il y a la réserve naturelle. On ne peut pas aller côté mer parce que des projets coûtent très cher. Donc, on a décidé que le port se reconstruit sur lui-même. Donc, en fait, il remonte côté nord. Et en fait, la ville pousse côté sud. Et donc, cette opposition, il a fallu en faire au contraire un atout et amener un dialogue. Et c'est pour ça que le port a créé la mission Ville-Port, pour avoir le dialogue avec la ville et en fait valoriser aussi tous les terrains qui sont à cette interface. Pour avoir donc alors on s'appuie beaucoup évidemment aussi sur l'AIVP, qui est une association internationale Ville-Port qui a été créée à l'époque par Antoine Ruffnac et qui sert en fait au dialogue entre ville et port. On s'aperçoit que ce dialogue est très présent, est obligatoirement présent au Havre, car en fait c'est la seule possibilité de développer le centre-ville, c'est sur ce cordon ville-port. Alors ce cordon, en fait, comme le disait Thierry tout à l'heure, avant il était très linéaire, on va dire qu'il y avait le canal de Tancarville qui faisait une frontière entre, au sud, il était hors de question que la ville mette le pied, et puis au nord, il y avait quand même quelques zones portuaires qui étaient en fait en interstice, etc. Maintenant, tout ce système-là, ce travail est vraiment quelque chose de plus perméable. On va dire que les fonctions, à des moments, des fonctions portuaires remontent plus au nord de ce canal, et au contraire, des fonctions urbaines passent plus au sud. On travaille conjointement sur des tas de sujets que l'on va développer. Alors, comment on a mis en place ces éléments-là ? On a commencé par créer une convention de fonctionnement entre ville et port, qui est à la ville qui est évidemment signataire. La communauté urbaine est signataire aussi de cette charte, évidemment le port. Cette charte, elle dit quoi ? En fait, c'est surtout une charte
de bons principes de fonctionnement, c'est-à-dire que où à chaque fois que qu'une des parties entreprend un projet qui impacte l'autre partie, on se doit de tenir compte de ne pas léser en fait, qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je peux prendre comme exemple le projet du quai de Southampton. Quai de Southampton, avant, il était en exploitation par le port, où on avait des gains en fait, et la ville se devait, en faisant cet aménagement, trouver aussi un gain ultérieur pour le port. Alors ce gain, on peut le mesurer de plusieurs façons, soit de façon financière, ou bien par exemple, avec notamment le quai de Southampton, avoir un aménagement qui fasse une vraie carte postale pour les croisiéristes et amener aussi une activité commerciale. Donc ces gains ne sont pas forcément financiers, ça peut être des gains aussi qui sont immatériels ou que l'on mesure financièrement plus tard. Donc tous ces éléments-là, en fait, on les a mis en place. C'était la première chose qui a été mise en place, c'était donc cette convention, cette charte de fonctionnement. Après, le deuxième élément qui a été important, qui nous a amené en fait, à considérer comment mesurer tout ça, il fallait que tout le monde connaisse aussi les enjeux portuaires. Et donc, c'était aussi la création du Port Center, là où nous sommes en ce moment. Donc, ça a été créé il y a 5 ans maintenant, le Port Center a été créé. En fait, de l'union de la ville, la CODA à l'époque, la CCI et l'UMEP et le port. En fait, ces 5 acteurs se sont réunis pour créer le Port Center. Au départ, par une sorte d'échange de bons procédés, mais en fait, c'est cette acceptation au niveau des officiels et des institutions qui ont fait que c'était un premier maillon de reconnaissance en fait sur la mission des Port Centers, de connaissance portuaire, la faire connaître aussi bien au niveau des institutionnels et une acceptation aussi de l'obligation sociétale portuaire de travailler aussi avec la ville. Ensuite, ça s'est résumé en des projets qui sont aussi pas forcément que domaniaux, ce sont des projets aussi immatériels, notamment avec les 500 ans de la ville et du port, où on a travaillé donc énormément conjointement, et c'est ça qui crée aussi une dynamique et qui amène une attractivité du territoire. Et de cette attractivité, après, arrive évidemment une forte demande aussi au niveau domanial, du moins une plus forte demande au niveau domanial. Bon, je vais te laisser reprendre le suivi. Je suis désolé pour mon slide qui n'a pas suivi. Donc on revient sur l'interface du Havre. Alors j'ai mis des interfaces ville-port parce que cette notion, certes, elle est, comme le disait Jean-Denis, on avait avant cette fameuse limite, on va dire, qui était représentée par le canal, hein, le canal du Havre à Tancarville, hein, qui vient se terminer ici, puisqu'après les deux bassins là sont plus... Avant il allait jusqu'au bout, voilà, c'était un peu cette limite, on va dire, à ne pas franchir. Ces espaces-là non plus n'étaient pas été considérés comme exclusivement portuaires. Cette limite, elle a eu tendance, c'est vrai, à se disloquer, en tout cas à s'épaissir un peu, avec ce grand patatoïde rouge qui représente un petit peu la somme des différentes interfaces qu'on peut avoir sur le Havre, selon l'entrée qu'on souhaite avoir. Interface paysagère, oui, certes, avec la rencontre avec l'eau. C'est vrai que la rencontre avec l'eau, c'est aussi le moment où la ville rencontre le port sur ce qu'il a été et sur ce qu'il sera. Les grandes perspectives sont aussi une marque, hein, du Havre et des interfaces. Les villes, les pleins et l'ambiance portuaire. Est-ce qu'on a également des interfaces bâties, c'est-à-dire notamment les quartiers sud, ce qu'on appelle les quartiers sud, qui sont ces fameux quartiers habités, hein, qui partent de Saint-Nicolas, Brindeau, le quartier de l'Eure donc. Ensuite, on a Vallée-Béreux et puis le quartier des Champs-Barrés qui est ici. Donc, ce sont les interfaces. Cette interface-là n'est pas seulement une interface productive. On a aussi des gens qui y habitent, on a aussi des équipements, on a aussi des équipements scolaires. Donc, on a une vie, on a une sociabilité, on a de la proximité qui vient s'intercaler dans des lieux qui sont des fois pas forcément adaptés à des vies urbaines. Et on le verra un petit peu plus tard. Interface économique, bien sûr, puisque c'est la rencontre de l'écosystème portuaire avec des activités industrielles de transport, des activités logistiques transport et des activités tertiaires qui dépendent de l'activité portuaire. C'est également donc ce lieu qui est également une interface de flux. Ça, c'est très important, puisque la ville du Havre est quand même aussi caractérisée par le mouvement. Alors le mouvement des flux, bien sûr, terrestres, mais aussi les flux maritimes. Et c'est ce qui fait aussi la singularité de ces espaces lorsque les bassins, notamment, sont encore actifs. On a bien sûr des bassins urbains qui le sont beaucoup moins. Ah tiens, je reviens à ton dessin.
Alors, en essayant de décomposer, de redéconstruire cette interface en utilisant les trames, on peut bien du coup distinguer notamment la forte présence de l'eau. Et à travers les bassins qu'on peut voir sur cette slide, on lit toute l'histoire de la ville. Parce que s'il y a une permanence qui reste depuis la fondation du Havre, c'est bien ces bassins. On a pu bouleverser à différents moments de son histoire, et pas seulement en 1944, le destin de cette ville. Les bassins sont toujours là. Et surtout, ce que nous montrent ces bassins, c'est le caractère extrêmement intime de la ville avec son port jusqu'au 19e siècle. Et à partir du 19e siècle, une accélération quand même assez phénoménale, où on arrive aujourd'hui à des bassins comme le bassin de Port-de-Mille et les grands bassins qui sont adossés aux terminaux conteneurs. Et cette lecture à travers l'eau nous permet déjà d'avoir un regard sur l'histoire de cette ville. Alors la tramviaire, on la lit bien également, et on voit les contrastes entre la trame urbaine, centre construit bien sûr, mais également des trames un petit peu plus anciennes, avec cette interface ville-port, où là la trame est beaucoup plus décousue, les îlots beaucoup plus grands, et les échelles complètement différentes. D'où tous les enjeux de voir comment on peut créer de l'urbanité dans des secteurs où la trame est effectivement très lâche, avec toutes les réflexions autour de comment on recompose de la trame et comment on redécompose des îlots. C'est la fatigue. Je suis avec des élus, donc on va laisser les élus tranquilles. Donc voilà, donc on voit tout de suite qu'on est sur un espace qui est particulier, hein, puis avec notamment la tramviaire. Et enfin, la trame bâtie. Donc là, vous avez seulement le bâti qui est représenté. Et on voit également les forts contrastes entre, on voit ici très distinctement le quartier Danton-Sainte-Marie, avec de très fortes densités bâties, le patrimoine 19e siècle brique, la ville reconstruite, UNESCO. Et puis, à fur et à mesure qu'on va vers l'est, on est sur des trames bâties complètement différentes, où on voit tout à fait les grandes cathédrales industrielles de l'est. Et puis, au milieu de tout ça, des secteurs habités, les quartiers, où on est sur une échelle beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, qui cohabitent avec ce vaste ensemble. Donc quand on essaye de distinguer les fonctions bâties, alors en marron, vous avez les fonctions d'activité, et puis en orange et rose, vous avez les secteurs d'habitat. Donc on voit que c'est à la fois un secteur habité, mais c'est surtout un secteur productif. Et ça, c'est un des gros atouts du Havre, c'est qu'on a un très grand pôle d'emploi juste à l'intérieur de l'agglomération et à proximité du centre-ville. Et ça, c'est un atout qui est très important, puisqu'on a quasiment autant d'emplois que d'habitants dans ce secteur. Alors, on parlait justement des problèmes d'échelle, et à proximité du centre construit, à travers la pointe de Floride et l'atoll de la Citadelle, on appelle un atoll. Pourquoi on appelle un atoll? Parce qu'en fait, il y a un bassin dans l'île. On est dans un atoll. Ça, c'est assez unique d'ailleurs, puisqu'on a une presqu'île, on l'appelle la presqu'île de la Citadelle, là où sont les ferries, hein, on voit le ferry qui est ici. Et puis à l'intérieur de cette île, on a encore un bassin. Une sorte de mise en abîme qui est quand même assez exceptionnelle au Havre. Mais on a deux univers en fait qui se côtoient. On a de très fortes proximités, et en même temps on a des mises en distance très fortes, parce qu'on est sur des fonctions très différentes. En plus, bon, c'est un secteur qui est très fermé. Alors là, vous avez une photo qui date d'avant la construction de l'ENSM. Hein, je le rappelle parce qu'on n'a pas cassé le NSM, on n'a pas remis en gare, mais ça montre justement la particularité de ces espaces où on a à la fois, donc, comme je l'ai dit, proximité, hein, la pointe de Floride qui est juste à côté, hein, et en même temps si proche et si loin. Donc on va plus particulièrement s'intéresser au secteur du quartier Saint-Nicolas du territoire des Docks dans la suite de la présentation. On va essayer de vous présenter, Jean-Denis, hein, tu complètes, hein, l'ensemble des projets. Alors on n'est pas exhaustif, c'est un peu une petite revue de projet pour vous montrer justement l'originalité de ces projets et surtout la singularité du contexte dans lequel ils s'inscrivent. Alors vous avez ici une photo aérienne qui date de 2014, puisque le NSM est encore en construction. Et puis le MN Cité Numérique n'est toujours pas arrivé, le Magic est toujours ici, aujourd'hui il est là. Donc vous voyez qu'on est toujours dans un territoire en mouvement. Ce n'est pas seulement les flux, c'est aussi les projets. Il y a un foisonnement de projets sur ces secteurs qui est très important. Il y a une intensité de projets
depuis une quinzaine d'années qui ne se ralentit pas, parce que ces secteurs sont identifiés comme des lieux assez exceptionnels, à proximité notamment de la gare, qui offrent encore du foncier et qui offrent aussi tout un panel d'aménités qui sont tout à fait intéressantes. Alors, quelques photos historiques, histoire de réveiller nos souvenirs. Alors, cette photo, paradoxalement, on la croirait très ancienne, elle date de 1950. Donc, on est après le bombardement. Vous voyez ici les baraquements, encore ici. La reconstruction des docks. Les docks ici sont achevés. Et on voit l'intensité du trafic maritime, des activités maritimes, à la fois sur les bassins et sur les quais. On a un paysage laborieux, un paysage industriel et portuaire. On a quelque chose qui est encore très présent dans la ville, parce que la gare est là depuis 1847. On a ici un quartier habité. Donc on est en 1950, c'est-à-dire il y a quasiment 70 ans. Donc une autre photo, plus au sud, le bassin de l'Eure, les formes de Radoub, qui sont toujours là, et puis toujours cette intensité qu'on peut observer sur ces bassins, avec les docks Vauban qui sont là, et qui se prolongent jusqu'au bout. On a ici la rue Bello, enfin la rue Bello est ici, et là on a la rue dont j'ai oublié le nom, vous pourrez me le dire. Alors là on a une photo aérienne qui date d'avant l'ensemble des projets de reconstruction. Donc on a ici l'usine Caillard, qui était déjà désaffectée à l'époque. Les docks, on a les docks Océane qui sont là, donc ça nous donne une idée déjà, et l'IUT, donc ça nous donne déjà une idée de la date de la photo. On doit être au début des années 2000, avec le foyer belge qui est ici. Et donc on voit dans ce paysage des capacités de renouvellement très importantes, les docks Dombasle qui sont ici, et toujours ces formes qui n'ont pas bougé, qui sont toujours là. Donc ce territoire, il était essentiellement marqué par des friches industrielles, un habitat assez dégradé, et puis surtout un patrimoine portuaire bâti exceptionnel. Et ce qui a été porté et soutenu par les collectivités et par le port, c'est d'essayer de maintenir au maximum, quand c'était possible, ce patrimoine debout, en le complétant notamment par un réaménagement des espaces publics. Alors tout n'a pas pu être sauvé, notamment la halle Caillard. Il y avait effectivement une porte qui était assez belle, et elle n'a pas pu être conservée dans les projets. Alors pour penser un territoire, il faut réfléchir un peu dessus. C'est un peu le rôle des agences d'urbanisme. Et en 2001, l'agence d'urbanisme du Havre, on a même la date, le 6 juillet 2001, c'est très précis, on est très précis à l'agence. On avait déjà, à l'époque, l'agence avait déjà conçu un plan directeur, ou un projet stratégique pour les quartiers sud, et déjà on identifiait très fortement le souhait de travailler en priorité sur ce secteur, avec un signe fort de rattachement au centre-ville et à la centralité. En gros, c'est un gros enjeu d'inclusion de ce secteur dans le centre-ville élargi, on va dire. Au niveau de l'ESCO, oui. Alors là, par exemple, voilà, il y avait aussi des choses qui ne sont pas forcément faites. Nous, les urbanistes, on a tendance des fois à en mettre un peu beaucoup, puis après on gomme. Mais on avait par exemple cette idée de franchissement du bassin de l'Eure pour atteindre la citadelle. Il y avait aussi d'autres projets. Mais en tout cas, l'idée de prévoir un projet stratégique, c'est d'identifier des principes de base. Après, le projet peut évoluer, avoir une certaine somme de souplesse. On n'est pas dans une planification, bien sûr, forcenée, mais c'est déjà de donner une vision pour le territoire. Après, donc, ça se traduit par un master plan où là, on définit des secteurs d'enjeux, et notamment le secteur des territoires des docks et de Saint-Nicolas qui est identifié comme un secteur d'enjeux majeur pour le territoire de l'interface ville-port. On a également Socans, dès 2003, qui est identifié comme un secteur pouvant évoluer. Et puis, bien sûr, les grands secteurs industriels, Technor, qui est identifié comme pouvant être qualifié. Et puis on a ce fameux axe du Mont-d'Urville, Nicole, rue de la Vallée, qui est un peu le Manhattan des quartiers sud. C'est un peu l'avenue de Manhattan, qui, je vous rappelle, a été construite sur un chemin indien. Donc c'est la seule rue qui est un petit peu tordue dans New York et qui vient fédérer tous les axes. On a un peu cette rue-là qui vient réunir Chambarret, Vallée-Béreux, Brindeau et Saint-Nicolas. C'est un peu l'axe de vie des quartiers sud d'Interface Ville-Port.
Hmm. Oui, c'était déjà identifié, hein. Ah, il y a une belle animation. Alors après, les urbanistes, ils aiment bien donner la main aux architectes qui nous font des jolis plans masse pour essayer de voir comment on peut quantifier la capacité de renouvellement. Donc on voit sur ces plans déjà en 2003 la réhabilitation des docks, le quartier Saint-Nicolas, et puis après on avait bien sûr, je pense, certaines libertés vis-à-vis du port en réinvestissant les quais, le quai de Gironde notamment, hein, qui est ici, et puis au-delà. Donc une autre vision, c'est celle de Bruno Fortier. Donc on est en 2008-2009, avec effectivement identifié sur la carte tous les secteurs possibles de renouvellement urbain, à la fois sur l'interface, mais aussi aux abords de la gare, sur Saucance, avec aussi le jeu et l'enchaînement des espaces publics, et le projet de tramway qui est déjà sur la carte comme un élément structurant de la ville. Alors, la ville avait publié en 2014, on ne voit pas très bien, un dépliant qui montrait le nombre de projets qui avaient été réalisés entre 2003, 2004 et 2014. Et on est dans un véritable foisonnement, puisqu'on ne voit pas très bien les petits numéros, mais on a eu un nombre très conséquent d'opérations qui ont été réalisées. Alors, ce n'est pas seulement des équipements, ça ne se finance pas non plus uniquement avec les deniers de la ville ou de la CODA. L'Europe a participé très activement dans le cadre du programme PIC Urban et PIC Urban 2 au financement d'équipements. On a également l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui a fait un très gros travail sur l'habitat social dans ces secteurs. Et pour compléter le tout, un travail qui continue d'ailleurs toujours, les OPA-RU, opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine, là qui concerne plutôt le patrimoine ancien, patrimoine brique, et qui permettent de financer, en tout cas d'aider au financement de la réhabilitation de ce patrimoine et des bâtiments qui sont aussi une marque de l'identité de ce secteur. Donc là, on voit le quartier en construction. La piscine, elle est toujours en construction. La voie, elle est toute blanche. À l'origine, elle devait être blanche. Et puis en fait, je crois que l'archi a changé d'avis. Il a préféré la noircir un petit peu. Donc Jean Nouvel. Et on voit donc ce quartier Saint-Nicolas qui est en train de bâtir, avec le premier front bâti qui est en construction, face aux formes de Radoub. Et le jardin fluvial est réalisé. Alors le jardin fluvial, c'est un ouvrage très intéressant parce qu'il est là aussi pour marquer une limite et pour donner tout de suite de la consistance à un ensemble urbain qui va se construire petit à petit tout le long de sa limite. Donc ça commence par Saint-Nicolas et puis après on aura les docks d'Ombal et puis ça continue puisqu'on a la résidence ad hoc, les conteneurs qui sont là, et une opération d'urbanisme qui va se localiser autour de Demont-d'Urville. Ah bah mince alors. Attendez, hop, on va revenir à plein écran, voilà. Alors en matière d'équipement, les docks Vauban, bien sûr, hein, c'est quand même un des ouvrages majeurs. C'est Reichen et Robert, une agence qui avait également fait les docks Joliette à Marseille, qui ont réhabilité ces hangars, qui je rappelle sont des hangars assez anciens, hein, puisque c'est des hangars qui datent du milieu du 19e siècle, qui reprennent le concept des docks anglais, qui n'avaient jamais été, contrairement à ce qu'on peut trouver dans le nord de la France et au niveau de la Hanse, ce n'est pas du tout les mêmes types de docks. Là, on est vraiment sur la copie des Anglais. On a beaucoup copié les Anglais, hein, de toute façon. Hein, football, rugby, sont toutes ces choses nous sont arrivées au Havre très tôt, hein, puisque club de rugby, club de foot, quand même, c'était les premiers clubs. Mais on n'est pas là pour parler de foot. Les Bains des Docks, inauguré en 2008. En matière d'équipement aussi, pour la population, le pôle Molière, hein, qui est une école qui a été réalisée par l'équipe des Plans, qui est un architecte local. À côté de la gare, l'immeuble Turgot Magellan. Et puis une opération phare, ce sont les docks d'Ombal, qui est une opération qui a été assez coûteuse parce que en termes de réhabilitation, il y avait vraiment un très gros travail, c'était en très très mauvais état. Et ça a pu être réhabilité et sauvé. D'ailleurs, c'est là que l'IVP a son siège, dans une des cellules des docks. Alors, ce qui est aussi important, on arrive sur une deuxième génération de projets où avant, la ville s'avançait sur le port et le port délaissait l'ensemble de ses activités. L'objet maintenant des projets urbains sont plutôt des projets urbano-portuaires, c'est-à-dire comme l'a souligné Jean-Denis, le port maintenant a tendance aussi à remonter vers la ville et la ville a tendance à redescendre avec pour résultat notamment le maintien des activités portuaires au sein de la ville. Et ça, c'est très important parce que ça maintient des quais actifs,
ça maintient des services portuaires qui ont également besoin de la proximité de la ville. Et du coup, ça crée aussi des paysages très singuliers, et notamment ces formes de radoub qui étaient quasi condamnées à la fin des années 2000. Oh, j'ai des trop gros doigts en fait. Ça va revenir. Voilà. Tac. On attend un peu. Moi, je vais le faire manuellement. Ah, peut-être qu'elle est blanche. Hein. Ah oui, effectivement. Donc le maintien des activités portuaires, je disais que ces formes de radoub qui étaient pas en bonne situation économique ont complètement redressé la barre. Il y a une activité qui s'est intensifiée ces dernières années, avec notamment l'acquisition d'une grue qui vient d'arriver sur le site. Et on voit justement donc, ce phénomène de cohabitation entre milieu urbain et milieu portuaire qui crée pour les habitants des paysages tout à fait singuliers et des paysages qui changent tous les jours. Et là, par exemple, ça date de mois d'octobre, elle n'y est plus. C'était une barge qui était en réparation. Je vais laisser la parole. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions entre le master plan de Fortier qui avait été dessiné, où il y avait quasiment un espace vert à cet endroit-là, et en fait, l'activité s'est maintenue. Et en fait, c'est certainement plus dynamisant en fait pour le quartier d'avoir une activité juste à côté. Alors, il y a des conventions de travail pour pas faire de bruit, évidemment à partir de certaines heures, mais il faut savoir que ces formes ils utilisent jusqu'à 80%, elles sont occupées jusqu'à 80% de leur temps pour la réparation navale. Donc c'est vraiment un vrai service portuaire qui était offert ici. Donc je vais te laisser continuer. Moi, je vais aller assez vite, même si j'ai tendance à être un petit peu bavard. Mais alors, la notion d'espace public très importante, parce que c'est quand même le liant de tout ça. Et quand on parle d'espace public, on parle aussi de mobilité, donc les mobilités actives, le vélo, la marche à pied, qui sont quand même des éléments forts et prioritaires sur ce secteur. On voit donc à travers le jardin public, mais aussi le jardin fluvial, pardon, ou la rue Bello, qui est ici, donc qui est en limite avec les fameuses formes de radoub qu'on a pu voir avant. Le fameux jardin fluvial avec ce front bâti qui reprend les docks d'Ombal, et ensuite avec une opération d'ammonique et maçon, une opération de logement qui reprend la même trame, qui vient s'organiser et s'appuyer sur le jardin. Alors la photo est ancienne parce que les arbres ont considérablement poussé sur ce secteur. On a vraiment une quasi-forêt, des petits sous-bois, c'est très intéressant. En automne, c'est magnifique. Et du coup, ça a vraiment pris racine dans le quartier. Et c'est vraiment un élément constitutif du quartier, sachant que l'équipe de paysagistes a pris soin de conserver au maximum des éléments au sol, pavés, éléments de rails, de ferroviaire, et en ajoutant également des éléments contemporains, acier corten, des choses comme ça, pour avoir une sorte de mixité qui font un ensemble et une unité. Port-Vauban. Alors Port-Vauban, c'est une opération intéressante puisque c'est vrai que le bassin Vauban n'avait pas une activité folle ces dernières années, alors qu'il était en entrée de ville. En fait, le bassin Vauban, c'est la première expression de l'image maritime du Havre quand on rentre en voiture. Or, on n'avait pas grand-chose. On a toujours ce grand parking d'ailleurs, qui fera peut-être un jour l'objet de projets de requalification. Il fait quand même 1 kilomètre de long. Et puis on a l'entrée principale de la ville, ici. Et c'est vrai que l'arrivée de Port-Vauban, ça donne quand même une meilleure image, une image maritime, et ça conforte l'identité maritime du Havre, avec bien sûr des conventions qui sont passées avec le port, puisque pour sortir de Port-Vauban, il faut franchir 2 ouvrages. Donc tout ça, c'est réglementé et c'est... Alors sur mon document, j'avais toute une cartographie qui expliquait en fait effectivement la domanialité dans ce secteur. Il y a la plupart du temps, c'est en transfert de gestion à la ville. Il y a d'autres endroits où il y a des conventions d'occupation temporaire, ce qui est le cas pour notamment tout ce qui est Vauban. Et dans d'autres endroits, comme sur le quai Southampton, on est en superposition d'affectation, c'est-à-dire qu'il y a un usage qui est en surface et il y a un usage qui est en infrastructure qui reste portuaire pour pouvoir accueillir éventuellement plus tard des petits bateaux de croisière en bord à quai au niveau du quai de Southampton. En fait, tous ces éléments-là restent portuaires. La seule limite qu'on a fait changer il n'y a pas longtemps, c'est la limite administrative du port. C'est-à-dire le devoir de police. En fait, avant, c'était le port qui avait le devoir de police au niveau de ces bassins-là. Et on s'est décalé pour maintenant. C'est la ville du Havre qui a donc le rôle de devoir de police sur ce lieu-là. Il faut savoir quand même que ce sont que des activités urbaines maintenant qui sont exercées sur ces bassins. Je vais passer très rapidement, puisqu'il est déjà 7h moins 5.
Donc la résidence Haddock, que vous connaissez tous, hein, qui a fait beaucoup couler d'encre au niveau de la presse. Voilà. Sciences Po INSA aussi, un projet très intéressant, puisque l'architecte avait pris des libertés avec le programme en proposant un seul bâtiment pour 3 programmes, en indiquant si vous faites 3 petites constructions, on ne les verra pas. Alors moi je propose plutôt un unique bâtiment qui va fermer un peu la fenêtre urbaine vers le port et qui va faire paysage et qui sera bien inscrite dans le paysage portuaire. Et ça a séduit le jury, même si c'était assez risqué. Et c'est Christian Ovette, qui est aujourd'hui décédé, qui avait remporté ce très beau projet. Le NSM, alors ça, un plan qu'avaient fourni les architectes dans l'offre, qui montre bien que quand on construit dans ce secteur, il faut faire très attention aux perspectives, et il faut aussi utiliser perspectives pour être mis en visibilité. Donc on voit bien le NSM qui se situe en situation pivot et qui permet justement une jonction entre la ville et les espaces portuaires à travers sa position en tête de proue de la citadelle. Donc le NSM a un bâtiment qui ne laisse pas indifférent, tout comme l'architecture moderne en général. Et ça, c'est aussi une constante au Havre, d'avoir toujours cette architecture qui interroge et qui peut-être fait avancer le schmilblick. Alors, ce projet-là est d'autant plus intéressant, en fait, c'est qu'il est placé donc sur l'atoll de la Citadelle dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce bâtiment, pour nous, il évoque vraiment l'entrée sur la Citadelle. C'est-à-dire qu'on est en train de lancer un schéma directeur lié à l'aménagement de la Citadelle. Et en fait, c'est vraiment la première pierre à l'édifice de la Citadelle qui doit préfigurer en fait un autre ensemble immobilier. Ce qu'ont très bien compris les architectes, c'est la relation intérieure-extérieure. Si vous avez eu l'occasion, vous pouvez rentrer dans le hall qui est représenté ici. Et là, on a un rapport avec l'extérieur qui est extrêmement intéressant, et notamment avec l'eau, puisqu'on ne voit pas le quai en contrebas. On a simplement le bassin de l'Eure qui est très grand. Hein. Et donc, du coup, on a cette eau rasante au niveau du hall qui est tout à fait impressionnante. Et puis, ce qui caractérise aussi ce bâtiment, c'est cet escalier monumental qui nous emmène sur une terrasse au 5e étage, qui structure totalement la distribution des lieux du bâtiment. Le Carré des Docks, oui, il y en a des projets. Alors, le Carré des Docks, c'est Richesse et Associés, hein, des Parisiens qui ont fait ce projet avec l'entreprise Pi Batignolles. Donc, la caractéristique principale hein, de ce bâtiment, c'est que c'est sa sobriété. L'architecte ayant bien compris que c'est d'abord le site qui est exceptionnel et pas son bâtiment. Donc, il a eu pour un architecte, c'est assez rare hein, quand même. Hein. C'est assez rare, puisqu'on il a eu comment dire, la modestie en fait, de s'inscrire dans le site et justement de donner à voir le site, notamment avec cette fameuse salle où se tient notamment les bureaux, les conseils communautaires de la communauté urbaine de la Havre Métropole, qui donne sur le bassin Vauban et qui offre une vue absolument fantastique sur ce bassin. Donc le principe hein, de ce bâtiment, ça a été de la réhabilitation avec une boîte qui vient s'inscrire à l'intérieur de ce bâtiment qui contrairement au Dock Vauban, date de l'après-guerre. Hein. Donc il faut savoir que c'était un bâtiment, vous le savez, en parpaing, qui a été couvert de plaquettes briques anciennes, qui ont été sciées de chaque côté manuellement et posées individuellement manuellement. Ce qui donne un caractère assez homogène avec les Docks Vauban qui sont de l'autre côté. Alors le campus, on va aller très rapidement puisque l'interface Villeport, de par son caractère exceptionnel, comme vous l'avez vu, a été le siège de plusieurs projets d'établissements d'enseignement, avec l'idée de développer un campus maritime autour de ce lieu. Donc, qui dit campus, dit service aux étudiants, dit accès sur des modes autres que la voiture, etc. etc. et dans une ambiance tout à fait particulière. Les profs parisiens de Sciences Po, par exemple, sont enchantés de venir parce que déjà, ils ont un bureau pour eux tout seuls, contrairement à Paris. Et puis surtout un bureau qui donne sur le bassin de l'Eure. Donc quelques photos de référence. Alors le dernier né qui est en cours de finalisation, hein, puisque la livraison c'est début 2020, c'est l'EMN Cité Numérique. Sur la presqu'île Frissard, le foncier, il n'y en a pas beaucoup, donc l'idée a été de mélanger 2 programmes en un seul bâtiment pour essayer d'avoir un peu une efficacité foncière. Et puis le caractère étroit et petit de la parcelle a obligé les architectes à monter en hauteur. Donc pour prendre de la hauteur et aussi pour rendre le bâtiment visible et à l'échelle du paysage. Donc on a ici la photo qui est issue du concours. Donc c'est un bâtiment, comme vous avez vu, un peu millefeuille, avec une gigantesque terrasse au R+1, au niveau 1. Là, vous avez une vue depuis le NSM qui montre l'école de management Normandie Cité Numérique.
et une vue aussi prise depuis le NSM. Alors sur réinventer la Seine, je vais te laisser la parole, Jean-Denis. Donc, je vais être rapide. Il y a eu dernièrement un appel à projet qui s'appelait Réinventer la Seine et ses canaux. Sur le Havre, il y avait 9 sites. Sur les 9 sites, il y a eu 7 lauréats. Dans les lauréats, il y a eu notamment le Hangar Zéro avec l'association LHO, qui est en fait une association où ils procèdent à l'autoconstruction. J'allais très vite sur les projets. Il y a eu le quai en Seine, qui est donc juste à côté. On voit en arrière-plan la cité numérique et le MN, donc on voit ici, qui en fait a pour caractéristique aussi d'avoir des éléments qui sont flottants sur le bassin Vatine. Au-dessous, on va retrouver le projet rêvé mené par les Apaches. Il s'agit d'un hôtel flottant avec un ponton par-dessus sur lesquels ce sont des lieux plutôt festifs avec un restaurant au bout qui seront donc ouverts aussi au grand public. Et donc qui trouve sa place vraiment avec une position assez exceptionnelle qui est au milieu du bassin avec une impression vraiment très très maritime, parce que si le bassin de l'Eure, c'est peut-être le bassin le plus maritime des bassins intérieurs du Havre. Ensuite, il y a le projet Barge et Berge, qui est un projet où il y a des barges qui font des allers-retours entre Paris et le Havre, en émettant une notion de saisonnalité sur les fonctions entre le Havre et Paris. Et en fait, ce sont des projets qui dynamisent énormément notre territoire et qui permettent aussi d'avoir un lien le long de l'axe Seine. Donc on va aller plus loin. Ensuite, il y a les projets du terminal croisière, donc qui est en fait, vous savez qu'en ce moment, nous avons 400 000 croisiéristes qui viennent par an au terminal croisière. Je ne parle pas des croisiéristes fluviaux, c'est vraiment des croisiéristes la croisière maritime. Donc les hangars qui servent en ce moment à recevoir les croisiéristes ne sont pas suffisants. Donc nous avons un projet conjointement avec la communauté urbaine de développer un réel projet à l'horizon 2025 pour avoir un but d'avoir entre 650 et 750 000 passagers à cet horizon, mais surtout être en capacité d'en accueillir potentiellement 1 million. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire un projet en se disant que le projet s'arrête dans 5 ans ou 6 ans. Donc il y a un projet qui est en cours. Il y a eu où notamment une maîtrise d'œuvre urbaine a été définie pour savoir qu'est-ce qu'on faisait en termes d'aménagement, parce qu'il s'agit quand même de 22 hectares à aménager, et si on fait 22 hectares, ça fait très très cher, donc c'est comment on limite cet aménagement pour ne pas aller plus loin que ce qu'il ne faut. Et après, maintenant, il y a un programmiste qui a été défini pour définir les surfaces et les notions pour pouvoir en fait lancer après un concours d'architecture. Il faut savoir que ce projet-là, je vais revenir juste derrière quand même, en fait, on est juste à la limite aussi de la plantation de l'éolien. C'est-à-dire que sur le pignon que l'on voit du bâtiment, qui est le hangar 13, là, en fait, l'éolien arrive quasiment à la rase, les usines éoliennes viennent à la rase de ce bâtiment. C'est parce que le port s'est reconstruit, il se reconstruit aussi sur le quai Johannes Couvert, et donc arrive vraiment en limite de ce terminal croisière. Donc, il faut savoir aussi que tout le site des cuves va disparaître aussi à cet horizon-là. Ensuite, c'est le Grand Quai. Donc, le Grand Quai, c'était un projet qui a été initié au tout début. On a du mandat précédent de la mairie municipale, où on a fait un concours où il y a Michel Desvignes qui a fait un projet. Ce projet-là, d'ailleurs, ça c'était le rendu au départ du concours. Et en fait, il a simplifié son dessin avec des triangles plutôt que des parcelles, on va dire, avec des créneaux. Et en fait, son dessin, en fait, c'est d'opposer en fait le minéral des façades perrées à l'horizontale végétale, et en fait arriver à vraiment une vraie mise en valeur des bâtiments. On peut remarquer que d'ailleurs avec les éléments en plus, en mettant une sorte de socle par rapport au quartier Perret, en fait, ce socle en fait amène de la lumière et reflet. On a l'impression même que les façades ont été réhabilitées, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de ravalement de façade, et c'est vrai que ça fait des économies pour les copros, exactement. Donc voilà, on va enchaîner. Donc ça, c'est toujours le Grand Quai. Donc, alors évidemment, est venu se greffer dessus un été au Havre pour les 500 ans avec les arches de Ganivet. Bon, des arches qui sont très plébiscitées, en fait, qui vraiment
font un symbole très fort entre l'interface entre la ville et le port. Il faut savoir quand même que le port du Havre est quand même le premier port de conteneurs en France. Et donc, c'est un vrai symbole qui est vraiment, qui symbolise vraiment la place havraise, hein. Ensuite, je vais te relaisser la parole. Et enfin, le Grand Quai, c'est aussi une avant-scène vers le grand spectacle du port, puisque avant, ce Grand Quai, il était quand même très sectorisé, il y avait des clôtures, on avait des voitures, etc. Et la première chose qui a été faite, et vous le savez, tout a été nettoyé, on a tout vidé, et d'un coup, le port est apparu, là, à la proximité des paquebots, de la Pointe de Floride, on voyait très bien le ferry, on voyait tous les ducs d'Albe, toute cette complexité et toute cette animation est apparue d'un coup, très frontalement, au niveau de la ville. Et je pense que Michel Lévin, il a compris ça, qu'il fallait faire des choses simples, surtout pas fractionner, rester dans le simple et donc ces grandes étendues de pelouse, le moins de mobilier possible, pour justement s'effacer devant le grand spectacle du port. Alors, pour terminer, une dernière réflexion, la question de la notion du cœur métropolitain. Donc cette interface ville-port, c'est vrai qu'elle a donné lieu à un nombre foisonnant de réalisations et on a encore des projets. Et dans le plan local d'urbanisme du Havre, on a développé un concept qui s'appelle le cœur métropolitain. Donc c'est un lieu, surtout un périmètre de projet, un périmètre très intense où la ville souhaite mettre en priorité ses plus grosses opérations, la ville, la communauté urbaine, pour créer de l'intensité urbaine à l'échelle de la vallée de Seine. C'est pour ça qu'on appelle ça cœur métropolitain, métropole, parce qu'on a une ambition métropolitaine pour justement s'afficher à l'échelle de la vallée de Seine. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais ce cœur métropolitain, il est à l'interface donc de... Parce que lui aussi, il est en interface, donc on est en interface d'interface. Bon, de Saint-Nicolas, du quartier d'Anton, du centre reconstruit et surtout de ces espaces qui sont la citadelle et la Pointe de Floride. Et puis enfin, de façon plus modeste, on peut également citer des interventions d'un collectif qui s'appelle Les Gens des Lieux, qui lui aussi réinterprète des espaces délaissés ou abandonnés ou peu occupés par le port, en réinventant des lieux, notamment par la création d'un petit espace vert à côté du local de l'association des pêcheurs, la création d'une table de pique-nique à Saint-François, provisoire, et puis une occupation temporaire qui a été faite cet été sur le bâtiment des machines du pont Notre-Dame, où 2 événements ont été organisés, une petite guinguette, qui ont réinventé complètement la destination du lieu avec une offre un peu festive et urbaine. Bon, je parlais de la modernité, hein, cette modernité, comme je dis, elle se prolonge. Elle a commencé il y a quasiment 147 ans maintenant, c'est le 13 novembre 1872. L'impression au soleil levant, Claude Monet, premier tableau impressionniste peint au Havre. 59, l'église Saint-Joseph, le volcan, et puis 2015, l'École nationale supérieure maritime. Donc cette modernité, elle se prolonge, on souhaite justement qu'elle puisse continuer à alimenter le débat architectural au Havre. Et puis enfin, le moniteur nous met tous d'accord, puisque la publication du 27 septembre 2019, avec son titre Des villes réconciliées avec leur port, et en couverture, le MN Cité numérique. Voilà, je vous remercie. Alors je suis désolé, on a été un petit peu long avec Jean-Denis, mais c'est un sujet, comme vous avez pu voir, qui est quand même assez dense, assez complexe. Et puis on est aussi assez bavard. Et donc je pense qu'on peut aussi encore peut-être consacrer quelques minutes à des questions, si vous en avez. On est toujours prêt à répondre. Qui réconcilierait, en tout cas qui associerait la ville et le port, c'est un grand musée portuaire. Je vais dire un gros mot, un porturoscope. Un porturoscope où serait décliné, évidemment, l'histoire, pas forcément l'histoire du port, l'histoire des ports dans le monde. Et je pense qu'il y a un public. Il y a déjà le public de la région parisienne, du Havre,
bientôt le million des passagers là, et seraient déclinées plusieurs dimensions de la vie portuaire qu'on voit dans le cinéma, dans la bande dessinée, et sur toute l'histoire de la manutention, etc. Voilà, c'est ce rêve-là que j'ai depuis longtemps. Alors, dans le cadre de l'aménagement de la pointe de Floride, on a prévu en fait au bout de la pointe un espace, 1 hectare 2 en fait de terrain, qui est, on ne sait pas ce qu'on va faire. Effectivement, il y a des personnes qui évoquent l'idée d'un musée portuaire. On évoque le Port Center, un Port Center du futur. On évoque surtout en fait, on n'avait eu le temps de développer, mais le quai de Southampton, c'est la continuité de la promenade le long de la plage. En fait, le but de cette promenade, c'est d'aller effectivement vers les quartiers, réhabiliter les quartiers des docks, les quartiers étudiants, mais c'est aussi d'amener en fait jusqu'à la pointe de Floride au niveau du grand public, et en fait que le grand public puisse s'approprier aussi les terminaux de croisière en faisant attention évidemment à la nouvelle norme ISPS, mais que les Havrais en fait puissent s'approcher aussi des paquebots de croisière et s'approprier ces éléments et aller au bout de la pointe de Floride et être comme sur la pointe du Titanic face à la mer. Donc c'est vraiment, je crois, un vrai enjeu. Effectivement, la notion de programmation est complexe parce que ça demande évidemment de l'argent. C'est un sujet qui est plus ville, un sujet urbain, de savoir que faire si c'est un musée maritime. On sait que ça coûte très cher à l'exploitation. Comment faire c'est un équilibre qui n'est jamais facile. C'est pas un sujet vraiment portuaire. En fait, on a gardé un espace, on a fait une réserve foncière, en tout cas à cet endroit-là, pour pouvoir faire un établissement qui soit digne de ce nom. Les Havrais sont très attachés à leur bateau, à leur paquebot. Ça serait bien si on pouvait continuer à les approcher un peu plus près. Parce que là, c'est plus inintéressant total. Depuis l'attentat du 11 septembre, en fait, il y a une norme qui est arrivée, ISPS, et en fait, où le grand public, on ne peut plus approcher, c'est impossible. Par contre, ce qui est prévu dans le terme de programmation sur l'aménagement de la pointe de Floride, c'est que en fait, tous les toits seront accessibles du terminal de croisière pour passer justement vers la pointe, et donc il y aura quand même une forte proximité avec ces paquebots, très très forte. Je me permets juste de rajouter, pour répondre aussi à votre question, c'est un peu la raison pour laquelle le Port Center existe. C'est justement pour vous permettre à nouveau, un minima en tout cas, en prenant en compte justement ces contraintes que nous ne maîtrisons pas, de pouvoir approcher effectivement ce monde portuaire et rencontrer les professionnels. Il y a quelques très beaux sites au Havre, jardins suspendus, hautes adresses, etc. En ville plus basse, à proximité du port, il n'y a pas d'endroit où on puisse monter facilement et avoir une vue un peu plus large. Alors, bien sûr, il y a le toit de la centrale thermique, mais je ne pense pas que l'avenir soit de ce côté. Il y a le sémaphore, mais je crois que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas monter sur la terrasse, ce serait déjà bien. Hein. Il faudrait trouver quelque chose. La ville avait pensé à un moment construire une tour, ce qui n'était pas une idée stupide. Bon, malheureusement, l'architecte a eu des ambitions trop grandes et pour finir, le financement s'est révélé impossible. Mais si on pouvait dégager un lieu où les touristes, notamment croisiéristes, pourraient monter et avoir une vue assez proche, ce serait intéressant. Je réponds à ça. Alors, en ce qui concerne les croisiéristes, je pense que les croisiéristes ont une vue de la ville depuis les bateaux. C'est très impressionnant hein, quand on est en haut d'un bateau. On est à peu près la même. Quand la marée est haute, on est à la même hauteur que les silos. Hein, donc c'est quand même. Oui, mais là, il y a une vue, notamment avec le projet de Michel Desvignes du quai de Southampton, il y a quelque chose de très très attirant et attractif. Et on s'aperçoit que depuis qu'on a fait aussi, on a fait une piste cyclable et piétonne qui relie la ville jusqu'à la terminale de croisière, on s'aperçoit qu'il y a un flux
continue de touristes, de croisiéristes qui viennent vers la ville. Ça, et alors, pour le point haut qui serait offert effectivement au Havrais, plus que les Havrais, on va dire, plus que l'agglomération, on va dire vraiment un lieu public. Moi, je pense effectivement que un objet hors du commun, elle sur la pointe de Floride, trouvera vraiment sa place, hein, effectivement. Mais c'est pareil, ce sont des choses qui vont être débattues plus tard, hein, effectivement. Alors, ce sont des projets qui ont eu. Il y avait des projets à un moment pour relier aussi la pointe de Floride, hein, mais en fait, il y a 8 mètres de marnage. 8 mètres de marnage, quand on voit les pentes, même si les pentes au niveau maritime sont plus. On a plus de possibilités en termes d'accès maritime, on a le droit d'aller jusqu'à 10%. Il faut savoir que pour les accès terrestres, c'est 4% en moyenne, hein, qu'il nous faut. Donc, c'est très difficile et très délicat à faire côté maritime. Par contre, du côté des bassins non marnants, effectivement, ce serait possible. Mais on se retourne toujours vers la même chose, hein. C'est une exploitation, c'est une exploitation qui est forcément négative en termes de chiffres. Il y a des endroits comme à Lorient où ils ont fait. Lorient, c'est super, mais vous leur demanderez combien ça coûte par an, hein. C'est évidemment une exploitation complètement déficitaire, mais en même temps, c'est très attractif, je reconnais. Il y a des choses qui sont totalement faisables et réalisables, mais ou bien comme à Strasbourg, hein, on peut avoir des éléments qui passent même sous les ponts et qui pourraient aller même juste depuis la gare, aller jusqu'à la pointe de Floride, mais côté est, et relier tout. On pourrait relier tout ça, effectivement, mais le problème, c'est qu'il y a des coûts d'exploitation liés à tout ça, hein. Oui. Alors, il y a eu des projets qui ont été développés. À un moment, il y avait le port 2020, on devait développer. Vous savez qu'en fait, le problème du terminal à conteneurs qui est au sud du quartier des Neiges, en fait, n'a pas d'assez de grande profondeur, hein, de quai pour avoir une bonne exploitation. Donc, on avait essayé de voir comment on pouvait développer ça. Et effectivement, les interfaces sont complexes à gérer. C'est Oui, il y a on a fait des projets. On ne les a pas développés parce qu'en fait, il y avait des coûts à mettre en place aussi de rachat de terrain, etc., qui étaient exorbitants et on a un peu laissé de côté les projets. En ce moment, ça renaît parce qu'il y a une négociation à nouveau avec l'exploitant, mais ce sont des projets qui ne sont pas d'aménagement, qui sont là pour faciliter la vie des habitants par rapport au port, mais qui ne sont pas des aménagements grand public, par contre. Là, on vous parle d'aménagements qui sont plus grand public. Effectivement, on n'a pas fait une promenade, une grande promenade grand public. Par contre, il était question de faire effectivement quand même une promenade qui fasse tampon entre l'exploitation des quais et les habitations. Et ces éléments, avec aussi des éléments hauts qui pouvaient permettre de voir l'exploitation. Parce que c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, c'est que les habitants puissent percevoir l'exploitation. Bon, ça n'a pas abouti, mais ça peut revoir le jour, hein. Je pense que ça intéresserait beaucoup le Port Center qu'on fasse ce projet-là pour montrer effectivement et avoir un côté très, très, très éducatif pour montrer comment ça fonctionne. Mais ce sont des projets qui sont en ce moment encore en suspens. Effectivement, je n'ai pas cité les Neiges. Effectivement, c'est un des quartiers sud, hein. J'en ai cité que 4. Il y en a un cinquième et en plus, c'est celui qui est quand même le plus à l'interface ville-port, puisqu'il est totalement imbriqué dans les activités industrielles, dans le devenir, notamment proche de la centrale thermique, mais également des terminaux. C'est un quartier à part entière, hein, avec un vrai problème de connexion. C'est un quartier qui est quand même assez enclavé, assez isolé par rapport au reste des fonctions urbaines. Et ça, c'est un vrai sujet que l'IA, je pense, a réglé en partie en multipliant par 2, hein, la fréquence des bus. Mais ça, c'est le sujet du désenclavement de ce quartier. Et comment on peut le relier notamment au boulevard de Graville
dépasser le pont 5 et puis remonter ensuite vers l'entrée de ville, ça c'est un beau sujet d'urbaniste pour les prochaines années. Alors, en ce moment, je n'ai pas parlé, mais il y a aussi Réinventer le Havre qui est en cours de consultation. D'ailleurs, les candidats ont remis des projets et c'est en cours de jugement. Et dans les sites, il y a le bassin du commerce. Je ne vais pas vous parler. En ce moment, ça va être dévoilé, je crois, le 10 décembre. On aura les lauréats. Et il y a des projets, effectivement, qui tiennent compte quand même de ce côté pourtour des bassins. Et effectivement, on a la chance, au Havre, on va dire on a la chance d'avoir une ville qui respire. Et on a la chance d'avoir des bassins. Et la ville qui respire, je pense qu'on la met de plus en plus en valeur. La notion des bassins, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de véhicules qui stationnent tous autour. Et en fait, on les perçoit moins qu'on devrait le faire. Alors, c'est juste une organisation peut-être à mettre en place. Mais oui, ce sont des choses sur lesquelles on a des idées. Et l'agence d'urbanisme qui est présente n'est pas exempte d'idées à ce sujet. Tout à fait. Donc la question des bassins, elle est importante parce que depuis qu'ils ont perdu leur fonction portuaire, ils n'ont pas encore retrouvé une fonction urbaine. Donc on voit bien toujours cette interface où on a des échelles qui sont où le port, c'est trop petit pour le port en fait, c'était trop petit pour le port, mais c'est encore trop grand pour la ville. Donc il faut trouver cet intermédiaire, hein, c'est ça une interface aussi, c'est un entre-deux, un état intermédiaire. Actuellement là, le bassin du commerce, il est dans un état intermédiaire. Donc on ne sait pas trop pour l'instant, et comme il n'a pas une fonction définie, effectivement c'est un très grand rond-point en fait. Hein, on fait le tour. Il y a quand même une activité de nautique, hein, d'optimiste, hein, qui anime un peu le bassin. Bon, c'est très anecdotique, mais n'empêche que les gamins de l'école Dauphine, ils traversent la rue puis ils vont faire de la voile. C'est quand même pas mal dans une ville d'avoir ce type d'activité pour les gosses. Et puis le vrai sujet au Havre, hein, c'est bien sûr la place de la voiture. C'est toujours on parle d'une ville qui respire parce qu'on a de grands espaces. Et donc je pense qu'il y a aussi de la place pour tout le monde, pour la voiture, mais aussi pour les piétons, pour les vélos. Il y en a eu aussi pour le tramway, sans créer des bouchons gigantesques. Donc on a encore des capacités, des marges de manœuvre pour essayer peut-être de reconquérir et surtout créer des continuités. Parce que le gros souci, quartier Saint-Nicolas de l'Eure avec le centre-ville, c'est que ça cohabite avec l'entrée de ville, avec des ruptures majeures et des problèmes très importants de sécurité, avec des gros flux voitures qui peuvent être des fois incompatibles avec le vélo, avec le piéton. Le gros sujet des prochaines années, ça peut être un de ces sujets-là. Il ne faut pas oublier quand même que sur le quai de Southampton, on a retiré une voie hein, quand même. Hein. Il y a bien un report de flux véhicules autre part. Faut pas rêver. Et je pense que sur ce quai, Georges V, effectivement, il y a des personnes qui prennent plus souvent maintenant ce quai-là plutôt que. Donc, en fait, il y a toujours il y a des études qui sont faites à chaque fois hein, au niveau des flux véhicules. Hein. Donc, faut pas oublier ça aussi hein, dans les aménagements. Alors, le PPRL, c'est un vrai sujet. Hein, sur le quai de Southampton, en tout cas, on a prolongé les parapets. Avec évidemment, au niveau des bollards, il y a des trous, mais qui peuvent être bloqués. Hein, il y a des éléments qui peuvent être bloqués en cas de montée des eaux. Il faut savoir que les montées des eaux sont prévisibles au Havre, hein, parce que c'est vraiment au niveau de la conjoncture des marées, on sait quand est-ce qu'on aura des débordements. Effectivement, au niveau de toutes les nouvelles constructions, il y a une cote à respecter pour que, en fait, en cas d'inondation, il ne se soit pas
le bâtiment reste pérenne dans tous ses usages. Effectivement, il y a des voiries qui restent dans la cote maximale, qui restent inondables à des moments qui seront inondables pendant 2 heures, 3 heures, mais ça restera du ponctuel. Mais effectivement, dans toutes les constructions neuves, maintenant, on en tient compte. Hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à nos orateurs. Ils méritent peut-être encore un applaudissement. Merci beaucoup. Et je vous rappelle juste donc la date de la prochaine conférence, le 12 décembre prochain. On aura le plaisir d'accueillir donc le Hangar 0 pour venir présenter dans le détail leur projet à l'interface Villeport. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.